Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que ces premières heures de la FISE se passent bien, que les discussions sont riches d'enseignements. Merci à tous de nous rejoindre pour ce matin parler des nouveaux modèles d'affaires, de la finance et de la façon dont les acteurs traditionnels peuvent interagir intelligemment entre eux. Pour débuter ce panel, j'appelle sur scène Monsieur Rambert Namy, qui est directeur du business consulting chez Sofrecom. Il va nous dresser un petit état des lieux plus précis sur le paysage du mobile money et sur l'interopérabilité des services dans le secteur. Rambert. Bonjour à tous. Donc j'ai la mission d'introduire un petit peu le panel qui va suivre sur ces sujets des mobile money et des paiements digitaux, avec quelques leaders de l'industrie qui représentent cette activité. Et donc, en introduction, je vous propose deux choses aujourd'hui, de partager un petit peu l'état des lieux à date des services de mobile money en Afrique, et puis de faire quelques projections sur les évolutions que nous anticipons sur ce secteur, les nouveaux services qui devraient émerger et les nouveaux modèles d'affaires également. Alors, ce sont sans doute des chiffres que vous connaissez déjà. Il s'agit de l'état des lieux aujourd'hui, donc plus de 170 services de mobile money qui sont actifs en Afrique, plus de 600 millions d'utilisateurs, pas tous actifs, on parle de 20 à 30% d'utilisateurs actifs qui font au moins une transaction par mois. Des volumes, vous voyez qu'on se rapproche du $1 trillion, donc c'est quand même extrêmement impressionnant. Et dans le contexte de la pandémie, on a vu aussi une accélération des usages, la digitalisation des paiements et des usages qui s'est accélérée. Un ratio que les experts du domaine regardent beaucoup, c'est le ratio entre le montant des dépôts et le montant des retraits. Et on se rend compte qu'en fait, le montant des dépôts, en moyenne, qui est de $3, est supérieur au retrait, ce qui veut bien dire que l'argent circule dans l'écosystème et qui est utilisé finalement pas seulement en transfert d'argent, qui était quand même le premier objectif du service, mais également comme moyen de paiement. Et donc, c'est une tendance qui s'accélère. Un autre point à noter aussi, dans le contexte de la pandémie, les réseaux d'agents continuent à grossir. On pensait qu'avec la pandémie, les gens allaient peut-être moins sortir et moins faire de transactions. Et bien, malgré ça, le réseau continue à se développer. On parle de 3 millions d'agents sur l'Afrique. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près le nombre de distributeurs de billets qu'il y a dans le monde entier. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Un autre point extrêmement structurant de la situation à date, ce sont les fintechs. On parle de 800 fintechs. Alors, quelques pays qui dominent, principalement en termes de nombre de fintechs, qui sont bien sûr le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya. Mais on voit quand même que sur le nombre d'opérations de venture capitalistes qu'il y a eu, on est passé de 3 milliards en 2017 à 6 milliards en 2021. Donc, doublement du nombre d'opérations, avec déjà quelques belles licornes qui ont levé plus de 200 millions non pas $200, mais 200 millions de dollars récemment. On va en parler après. Une qui est intéressante en termes d'impact sur les business models, qui est la société Wave. Une autre aussi qui est très directement sur les services de mobile money en termes d'interopérabilité et d'agrégation de paiement, qui s'appelle MFS Africa, qui ont fait des levées de fonds tout à fait impressionnantes. Dernier point sur l'état des lieux qui vous concerne directement pour ceux qui sont du monde de la banque. Eh bien, on voit que déjà 50% des opérateurs de mobile money proposent dans leur gamme de services du crédit et de l'épargne. Alors, ce n'est pas encore le service qui est le plus générateur ni de revenus ni de transactions, mais c'est quand même, vous voyez qu'on a doublé le nombre le montant des flux de transactions entre les banques et les opérateurs de mobile money. Et donc, voilà, c'est une évolution qui démarre et qui démarre de manière assez conséquente. Si ça marche pas, voilà. Ah merde, comment on fait voilà.
Alors, dans les évolutions que j'évoquais tout à l'heure, la première, c'est que la compétition du monde des mobile money qui était avant réservée surtout, comme vous le savez, aux opérateurs telco. Le mobile money a été initié par des opérateurs telco, Safaricom au Kenya en premier, puis après les MTN, Orange et autres. Dans un contexte de ce qu'on appelle l'ARPU, le revenu moyen des telcos qui baisse, effectivement, la compétition devient plus féroce sur les sujets mobile money et nouveaux services. On a les fintech dont j'ai parlé tout à l'heure et on va faire un focus dessus juste après. Et puis, de plus en plus de ce qu'on appelle big tech commence à regarder. Des initiatives se développent en Afrique avec Alipay, donc les Chinois, les gros acteurs de la carte bancaire, Visa, Mastercard aussi font un certain nombre d'opérations. Et donc, il y aurait éventuellement des nouvelles catégories de concurrents qui viendraient sur le marché bientôt. Sur le seul cas de Wave qui nous intéresse, parce que donc, si vous ne connaissez pas, Wave c'est une start-up qui est une des licornes, qui a levé récemment 200 millions, qui a démarré ses activités au Sénégal, présent actuellement en Côte d'Ivoire et en Gambie, avec un plan de déploiement assez agressif sur d'autres pays, on parle même du Togo. Donc Wave a fait quelque chose d'assez disruptif, c'est qu'ils ont complètement transformer le business model qui avant est un business model où les opérateurs gagnaient de l'argent surtout sur ce qu'on appelle le cash out, les fees que l'on prend au retrait. Wave a fait une offre à 0 cash out et donc ça a totalement changé le volume. Des opérateurs qui sont concurrents directement de Wave au Sénégal ont souffert beaucoup de cette transformation parce qu'en plus de perdre des parts du marché, ils ont aussi dû s'ajuster sur les pricing et donc aussi perdre des revenus sur leur base de clients existants. Donc ça a été un petit peu douloureux. Certains résistent mieux que d'autres. Au Togo, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu une anticipation de ces nouveaux pricing pour être justement peut-être plus à mieux réagir face à l'arrivée de Wave. Mais tout ça pose la question surtout de la diversification des revenus. Le modèle, entre guillemets, traditionnel du mobile money qui était des revenus sur le transfert d'argent et des revenus sur le cash-out, va devoir évoluer, et c'est vraiment un peu le cœur de mon introduction aujourd'hui, vers des modèles de revenus beaucoup plus diversifiés. Un dernier point à mentionner sur les évolutions attendues, ce sont les évolutions organisationnelles. Les fintech, Wave ou autres, ont des objectifs de return of investment qui sont très différents de ceux des telcos. Les telcos ont des ratios qui sont extrêmement stricts, qui sont ceux du monde des telcos, avec des capex qui doivent être extrêmement contrôlés. Et on se rend compte que ce modèle n'est pas forcément adapté à celui de la vraie fintech. Et donc, les évolutions attendues, et quelques opérateurs, en particulier Airtel, ont déjà commencé à véritablement créer leur activité de mobile money dans une entité totalement séparée, avec une gouvernance totalement indépendante de celle de l'opérateur et avec le double objectif d'être beaucoup plus agile, mais aussi d'avoir une structure qui va pouvoir lever des fonds. Et donc Airtel a récemment levé 500 millions d'euros pour accélérer son développement de mobile money dans l'ensemble de ses opérations en Afrique. Donc c'est aussi des changements qui vont faire que les opérateurs, qui sont encore une fois les leaders du marché aujourd'hui, en tout cas à date, vont sans doute vouloir accélérer et mettre des moyens beaucoup plus importants dans le développement de leurs activités de mobile money. Un autre élément de changement et qui va faire la transition avec ce dont je vous parlais tout à l'heure sur une diversification des revenus, c'est l'interopérabilité. Le mobile money, historiquement, est un service qu'on appelle closed loop, c'est-à-dire qui était réservé aux clients de l'opérateur. Et donc, il fallait être MTN pour pouvoir envoyer de l'argent à un autre client MTN. Et c'était relativement difficile, où il y avait des possibilités, mais en tout cas, c'était quand même extrêmement fermé comme service. Et donc, il y a eu un certain nombre d'initiatives qu'on appelle industry-led, donc des acteurs du mobile money qui se sont connectés de manière bilatérale. L'Afrique de l'Est est peut-être un petit peu plus en avance aujourd'hui sur ces sujets, mais qui permet donc d'ouvrir ce réseau entre deux opérateurs. Et puis,
Maintenant, il y a ce qu'on appelle des hubs d'interopérabilité qui se créent. Donc ce n'est pas un accord bilatéral, ce sont des hubs qui peuvent être généralement sous l'initiative du régulateur, de construire un hub qui va permettre non pas seulement à 2 opérateurs de se connecter pour de l'interopérabilité, mais à l'ensemble des acteurs du mobile money étendu aux services financiers, étendu à tout un nombre de paiements marchands, tout un nombre de nouveaux, au transfert international, aux services digitaux, aux cartes bancaires, etc., de pouvoir transformer ce modèle que j'appelais close loop en introduction vers un modèle qu'on appelle open ecosystem, qui va donc permettre à l'ensemble des acteurs de se connecter et donc de valoriser pleinement la base de clients, d'utilisateurs de mobile money, pour qu'ils puissent accéder à l'ensemble de ces nouveaux services. Donc, comme je vous dis, des services de e-commerce, permettre de payer sur Internet, de faciliter le paiement marchand, de faciliter le transfert international, de donner accès à ce qui se développe de plus en plus, ça s'appelle des marketplaces, sur un certain nombre de verticales, pour permettre à des PME, des agriculteurs de pouvoir acheter leurs intrants, revendre directement en ligne leur production. Donc il y a tout un nombre de transformations qui vont se faire sur ces services et donc qui vont permettre effectivement selon nous, de donner vraiment pleinement la force du mobile money, c'est-à-dire un service d'inclusion financière entier pour le bénéfice des populations. Alors, le flip side, comme on dit en anglais, de cette interopérabilité et de cet open ecosystem, c'est qu'il va falloir beaucoup réguler tout ça. Il y a beaucoup de sujets autour, bien sûr, des données personnelles qui vont être très importants parce que tous ces systèmes, tous ces marketplaces, tous ces services de hub d'interopérabilité, un élément essentiel, évidemment, la data qu'on va pouvoir collecter sur les clients pour pouvoir les scorer, pour pouvoir leur fournir du crédit, pour tout un nombre d'objectifs business. Et donc, il va être extrêmement important que les régulateurs prennent toute la dimension de ces transformations sur la protection des données. Un autre élément, bien sûr, la protection des consommateurs, évidemment. On voit déjà quand même quelques difficultés sur ce qu'on appelle les nano-crédits qui sont offerts à des populations larges, qui peuvent être du crédit consommation. On n'est pas dans la microfinance, qui a un but uniquement business. C'est très difficile de définir si quand on fait un microcrédit à quelqu'un en crédit digital, si c'est pour un besoin business ou si c'est pour un besoin perso. Donc voilà, il y a tout un nombre d'encadrements réglementaires qui vont devoir être créés pour faciliter le développement dans les bonnes conditions de ces nouveaux services. Et donc, pour terminer, je pense que je suis bon en timing, pour terminer, juste vous donner justement, c'est très high level, ce sont des projections que nous avons fait nous-mêmes, donc ça n'engage que mes équipes de conseil, mais pardon. Donc voilà un petit peu ce que l'on estime à horizon de 2030 sur la transformation du business de mobile money, que je vous disais tout à l'heure, extrêmement limité au cash-in, cash-out et P2P, vers un écosystème avec, vous voyez, le IRT, donc c'est le transfert international, toujours du cash-out, mais dans une moindre mesure, le crédit et l'épargne et l'assurance. Donc là, il y a un potentiel énorme, effectivement, pour les banques de construire des partenariats avec les acteurs du mobile money pour développer des offres sur cette base de clients. Et puis, tout le sujet des paiements, que ce soit dans des environnements digitaux ou des environnements marchands, qui sont aussi, qui montrent un potentiel extrêmement important. Donc, vous voyez qu'on est sur un marché qui, à horizon de 2030, de l'ordre de 40 milliards de dollars. Donc, c'est tout à fait colossal. Et je suis sûr que les banquiers qui sont dans cette salle trouveront un intérêt un peu plus fort pour investir sur ces marchés. Voilà pour moi, et je te laisse la parole, Quentin. Merci Robert. Et merci pour cette présentation qui pose bien, je pense, le contexte. Je vais accueillir tout de suite les panélistes sur scène pour aller plus vite. Alors, je vais vous présenter quand même, avant toute chose. Tout de suite à ma gauche, Monsieur Jean-Louis Ménane-Kwame, vous êtes directeur général de Orange Bank Africa. Bonjour.
Nvalai Kourouma, vous êtes directeur du numérique chez Ecobank. Et Tariq Boudia, vous êtes le directeur général de l'opérateur Togocom. Merci, messieurs, d'être présents à ce panel ce matin. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. On a vu la présentation de Ramin Lambert qui vient d'être faite, où le nom de Wave est revenu plusieurs fois. Moi, j'ai une question toute simple pour commencer. Je la poserai à vous, Nvalai. Lorsqu'on parle de FinTech à bas coût, on pense tout de suite à Wave. Je me demandais si, maintenant que cette start-up est devenue un établissement émetteur de monnaie électronique, est-ce qu'elle peut représenter une menace pour vous et pour les banques traditionnelles? Je commence par rire parce que je pense que la véritable menace pour les banques serait de notre capacité ou incapacité à nous transformer pour pouvoir répondre aux attentes des clients. Parce que les attentes des clients ont énormément évolué. Avec la technologie, avec une nouvelle classe de consommateurs qui est beaucoup plus ouverte aux technologies, il est important pour nous, en tant que banque, en tant qu'établissement financier, de nous transformer pour pouvoir répondre aux attentes de ces clients. Les fintech, Wave ou quelques fintech que ce soit, sont, à mon avis, une opportunité pour les banques. La première chose, c'est qu'on a accès à un segment du marché que jusqu'à présent, nous n'arrivions pas à servir efficacement parce qu'on n'avait pas encore le modèle, on n'avait pas encore les plateformes. Les telcos ou les fintech nous donnent accès à ce marché. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est obligé, par rapport à la nature de la technologie et des consommateurs, d'être beaucoup plus innovant. Donc, on arrive maintenant avec des produits plus novateurs qui nous permettent de rentrer sur ces segments. Donc, c'est plus une opportunité qu'une menace. D'accord. Merci. Alors, si c'est une opportunité, ça peut être une menace pour les opérateurs télécoms comme celui que vous dirigez, Tariq. Est-ce que vous pensez que Wave, aujourd'hui, ils sont tout seuls? Est-ce qu'ils pourraient aujourd'hui inspirer d'autres fondateurs, porteurs de projets et qui créeraient ce genre d'entreprise sur le même business model? Alors, en regardant un peu la dynamique du mobile money en ce moment, c'est vrai qu'on constate qu'il y a des niveaux de maturité qui restent différents dans chaque coin de l'Afrique, comparé un peu les pionniers en Afrique de l'Est, où ils arrivent à un niveau de maturité plus avancé que l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, j'estime que voilà, donc la révolution, je dirais, mobile money est toujours en continu. Donc il y a toujours des opportunités, on évolue. Et ce qu'on parle là, on ne parle pas souvent, c'est que mobile money, qui est né en Afrique, d'accord, il est en train de révolutionner le monde entier. On en parle souvent, c'est vrai, nous avons des taux de pénétration assez faibles en dehors de l'Afrique, mais le sujet de mobile money évolue notamment en dehors de l'Afrique. Donc il y a toujours de l'opportunité, ce qui veut dire qu'il y aura toujours des acteurs, voilà, qui vont s'embarquer dans cette, je dirais, dynamique. Donc par contre, le vrai sujet relève plutôt de la régulation, régulation, et comment on peut arriver en tant que contributeur au développement de ce segment. Ça a travaillé tous ensemble. Donc on le sait très bien, les opérateurs telco, ils sont à l'origine de ce service et sont aussi à l'origine dans la dynamisation du marché. Le plus de taux de pénétration nous avons, donc le plus de potentiels clients, donc nous aurons dans l'avenir. Donc nous travaillons sur des investissements pour lesquels nous développons donc les couvertures pour toucher plus de population, sur la technologie et l'éducation sur la technologie. Donc clairement, il y a toujours du potentiel, mais toute la question, comment allons-nous travailler ensemble? Ouais. Et la régulation, on y viendra un petit peu plus tard. Je voulais continuer. On sait que pour sortir aujourd'hui de la seule guerre des prix, des institutions comme la GSMA, le lobby des télécoms, poussent les acteurs à sophistiquer de plus en plus les services. Sur ce point, je me tourne vers vous, Jean-Louis Ménane-Kouamé. Vous m'expliquiez lors de la
préparation de ce panel que Orange Bank travaille à l'enrichissement de son offre, notamment avec des parties prenantes diverses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette expérience? Merci. Merci beaucoup. Quentin, peut-être avant de répondre à la question, juste un mot sur la précédente question. Je pense qu'il ne faut pas présenter les choses comme un acteur qui fait peur à d'autres, etc. Dans cette affaire, il y a ce que veulent les clients, ce que permet le régulateur, ce que permet la technologie, et puis ce que veulent les actionnaires, c'est-à-dire la recherche de la rentabilité des fonds qui sont investis chez un acteur bancaire, etc. Quand on sait répondre à ces 4 questions, on y va. Et effectivement, la concurrence, c'est franchement le lot quotidien de l'activité de toute entreprise ou de toute industrie. Donc je pense qu'il n'y a personne qui fait peur à l'autre. Il y a de la complémentarité qui naît. Et puis il y a surtout des clients à la fin de la journée qu'on doit satisfaire. Et c'est pour moi l'élément le plus important. Pour répondre à la question sur les stakeholders dont une banque comme Orange Bank a besoin, je voudrais effectivement dire un ou deux mots. Peut-être Orange Bank, qu'est-ce que c'est? C'est une banque digitale qui a vocation donc à faire des prêts et à collecter l'épargne des clients qui sont déjà des clients d'Orange Money. Et donc, ces prêts ou l'épargne que nous collectons se font à travers donc, le wallet qui sert de pivot pour ces transactions que nous faisons. Les prêts aujourd'hui que nous octroyons sont de 5 000 francs à 500 000 francs CFA et nous sommes outillés pour aller jusqu'à 1 million, 2 millions de francs CFA l'année prochaine qui seront donc en capacité d'être prêtés en instantané sur toute l'étendue du territoire ivoirien à n'importe quel client donc, qui le demanderait. On le fait à travers un système de scoring. Je voudrais saluer dans la salle le président Diagou, président du groupe NCA, qui est actionnaire donc, de Orange Bank aux côtés du groupe Orange. Nous avons, dans le développement d'Orange Bank, besoin de satisfaire les clients, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sur plusieurs pans d'activité, nous avons donc affaire à des fintech ou à d'autres stakeholders de cette nature. Si je vous prends l'exemple de la signature électronique, qui est une exigence de la commission bancaire, donc du régulateur, nous sommes obligés donc de travailler avec des prestataires externes. Donc on a une belle fintech DKBS qui nous aide à construire la façon avec laquelle, dans le parcours client, ils pourront donc signer électroniquement, les clients pourront signer électroniquement, permettant ainsi d'avoir la preuve de leur passage. Aujourd'hui, nous le faisons, mais le régulateur souhaitait donc qu'on puisse embarquer un spécialiste de la signature électronique et nous sommes en train de le faire. Si je prends l'activité donc de scoring, nous avons eu affaire donc à une fintech en France qui nous a aidé à construire le modèle de scoring, les algorithmes qui nous permettent justement de pouvoir ségréguer les clients entre les bons ou les mauvais potentiels, bons ou mauvais potentiels rembourseurs. Et c'est le cœur de notre système qui marche plutôt bien. Je peux vous prendre aussi d'autres exemples où nous faisons appel à des fintechs. C'est par exemple la conversation avec nos clients via WhatsApp. Nous avons une belle fintech en Côte d'Ivoire qui nous aide à bâtir la façon avec laquelle nous pourrons être en conversation en temps réel avec nos clients via WhatsApp. Et toutes ces choses, j'aurais pu multiplier les exemples, nous n'avons pas vocation à les faire in situ, parce que ça nous consommerait de la bande passante, ça nous consommerait des ETP, alors que ce sont des livrables dont on a besoin ponctuellement pour une certaine durée avant de passer à d'autres types d'innovations. Donc la réponse est oui, nous avons dans l'activité d'Orange Bank régulièrement l'occasion d'interacter avec des fintechs que nous suivons. Et peut-être le dernier mot que je voulais indiquer avant de finir, c'est que la Banque centrale, la BCEAO, donc, n'est pas restée muette sur le sujet des fintechs puisqu'elle vient d'ouvrir un bureau d'observation de l'activité des fintechs. Je pense que c'est une très bonne chose qui permet aux régulateurs d'être au courant de ce qui se passe dans cet écosystème, mais qui permet également aux fintechs d'être au bon niveau de l'exigence d'un régulateur comme la BCEAO qui, comme on le sait,
voilà, suit bien ces dossiers. Et c'est un point quand même important dans notre écosystème qu'il était juste de signaler. Très bien. Valek Rouma, est-ce que gérer un partenariat avec une fintech, donc ça peut très bien se passer, évidemment, puisque c'est complémentaire. C'est aussi pour une institution comme Ecobank accepter de partager au moins une partie de ces données avec cette start-up. Comment vous travaillez avec ces dernières pour ne pas qu'elles vous exposent à plus de risques de non-conformité? C'est vraiment une très bonne question. Je pense que la première des choses, c'est l'importance des données. Il est clair que l'avenir de notre industrie sera très, très fortement influencé par la capacité que nous avons à générer, à stocker, à traiter et à utiliser les données. Plus nous devenons digital, plus les données deviennent la base de toutes les décisions que nous prenons. Okay? Donc c'est extrêmement important. Et à Ecobank, parce que nous couvrons un territoire très large, plus de 33 pays dans lesquels nous opérons, nous avons accès à énormément de données des clients. Et cela nous donne une opportunité, certes, mais cela nous donne aussi une très grande responsabilité. Et j'aimerais définir la responsabilité à deux niveaux. Il y a la responsabilité légale, parce que les régulateurs, dans la majorité de nos marchés, ont des lois et des règles sur comment est-ce que les données doivent être traitées. Mais il y a aussi la responsabilité éthique. Et je pense que la responsabilité éthique est extrêmement importante. Les consommateurs nous font confiance en nous donnant accès à un certain nombre d'informations. Et ce que nous faisons de ces informations doit être très responsable. Et donc, la première des choses que nous avons fait en interne, c'est d'avoir un cadre de gouvernance très, très rigoureux des données. Ça, c'est vraiment la première des choses que nous avons fait. Ensuite, nous essayons de voir maintenant, dans le travail avec les partenariats, est-ce que, ce cadre est respecté? Ça, c'est d'un. Et deux, est-ce que la responsabilité éthique et légale est aussi respectée? Lorsque ces conditions sont remplies, maintenant, ça devient un problème purement technologique. Et l'une des bases il y a deux bases importantes, c'est que, nous ne donnons jamais accès aux clients, aux données des clients. Jamais. Nous pouvons donner accès à des données anonymes pour construire des modèles et pour pouvoir traiter ces modèles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons, au niveau de l'infrastructure technologique, des conditions très, très strictes d'accès. Donc, les données ne doivent pas sortir de notre infrastructure pour résider dans d'autres infrastructures sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Donc, dans ce cadre, une fois que toutes ces règles sont respectées, le partenariat au niveau des données devient intéressant. Maintenant, la dernière chose que je vais dire au niveau des données, au fur et à mesure que le marché se développe, il sera extrêmement important de pouvoir créer un cadre efficace d'échange de données. On parlait tout à l'heure de l'écosystème des différents partenariats. Pour que je puisse utiliser les données des telcos, que je puisse utiliser les données des fintech, il faut qu'on ait un cadre d'échange. Et ce cadre d'échange doit pouvoir assurer, la sécurité, deux, respecter les conditions et la responsabilité du client. Et c'est extrêmement important que le client ne se sente pas exposé. Parce que lorsqu'on a exposé le client, on brise la confiance. Et lorsque la confiance est brisée, le digital prend un coup énorme. Donc vous voulez parler d'une sorte de base de données commune, partagée, qui serait entre acteurs privés? Vous pensez que c'est possible, ça? Non, ce n'est pas vraiment la base. Il y a par exemple des sandbox qui existent qui permettent aux différents opérateurs de pouvoir se connecter.
Et ça se fait soit par des API, soit par des web services, différentes technologies qui nous permettent de nous connecter. Mais il faut, on parlait de la régulation tout à l'heure, il faut que la régulation ne concerne pas seulement les services, mais aujourd'hui, parce que le monde évolue plus digitalement, il faut que la régulation regarde aussi du côté des données. Et qu'est-ce qu'on fait avec les données? D'accord. Merci. C'était très intéressant. Tariq Boudiaf, vous développez avec Togocom le service de mobile money de T-Money. Ça nécessite du partenariat avec une banque traditionnelle. Vous m'expliquiez à la préparation de ce panel que par moment, il peut y avoir des limites justement à ce type de partenariat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous vouliez dire par là? Pour simplifier, on parle un peu de mobile money. Il y a deux principaux modèles. Donc, business model, donc un opérateur qui s'associe à une banque qui détient les droits, je dirais, ou bien l'agrément, ou bien la licence d'exercer une activité donc, financière sur les mobiles. Il y a un deuxième modèle où donc, l'opérateur fait un spin-off, comme le cas de RTL, où l'opérateur se dissocie complètement donc ça, de sa propre activité, profite d'une nouvelle activité qui devient voilà, donc, acteur financier. Donc, voilà, donc, ça a bien commencé effectivement en banque centrée, ce qu'on appelle banque centrée, où c'est l'opérateur est plus un acteur, plus un partenaire technique que commercial. Donc il devient tout simplement un distributeur d'un produit. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est tenant compte de la dynamique du marché, l'évolution des consommateurs, mais aussi l'évolution de tout l'écosystème, l'écosystème financier qui est aussi drivé par les fintechs. Donc, ce modèle a des limites. Donc, pour la simple raison, les banques restent, la plupart des banques, restent sur un modèle traditionnel où c'est très limité en termes d'activité MFS, qui est le dépôt, retrait et le transfert, alors que le marché évolue sur de nouveaux services, notamment donc, du nanocrédit, de l'assurance, de l'interopérabilité, du bill payment, etc. Donc, le service financier s'enrichit de plus en plus. Donc, à mon sens, c'est un modèle qui touche un peu à sa limite dans la mesure où nous restons sur les pratiques traditionnelles. Si toutefois les banques, donc, ou bien même la Banque centrale revoit un peu le cadre juridique et revoit le cadre, je dirais, réglementaire de cette activité, possible qu'il y ait une redynamisation de ce modèle. Mais aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que donc les nouveaux modèles sur le marché sont extrêmement dynamiques, agiles, d'accord, et drivés à la fois par donc, la croissance de la base, la croissance des besoins, mais aussi par les nouveaux services proposés par la FinTech. D'accord. Jean-Louis Ménane-Kwame, vous vouliez peut-être réagir, si je vous voyais, non? Non, ok. On ne sait jamais. Très bien. Merci Tariq. Je continue de m'adresser à vous. L'utilisation des données pour innover, donc c'est très bien, mais il faut le faire dans un environnement sain, c'est ce que vous expliquiez depuis le début de cette discussion. Sur votre marché en Côte d'Ivoire, chez Orange Bank, les différentes régulations concernant l'utilisation des données personnelles, est-ce qu'elles vous paraissent suffisamment claires, cohérentes actuellement? Oui, elles le sont. Moi, j'aimerais vraiment attirer l'attention de mes pairs dans la salle en leur disant que ça, c'est vraiment le sujet de demain. On a des régulateurs aujourd'hui sur le sujet de la protection des données à caractère personnel qui sont dans l'information, dans la pédagogie. À mon avis, rapidement, ils vont arriver à la phase coercitive parce que, voilà, il y a des pratiques qui ne pourront pas durer. Je ne suis pas régulateur, mais je les entends, je les vois, et je pense qu'ils vont hausser le ton dans tous nos pays sur ces sujets-là. En Côte d'Ivoire, la phase d'information a commencé donc en 2013 à travers la promulgation d'une loi sur la protection des données à caractère personnel. Et l'État a confié à l'ARTCI, qui est le régulateur des télécoms, il lui a confié donc cette charge
de s'assurer que les entreprises respectent les données à caractère personnel. En 2013 et 2016, il ne s'est pas passé grand-chose. Et en 2016, on a commencé à recevoir des courriers. À l'époque, j'étais patron de la filiale de BNP en Côte d'Ivoire. Et donc, on a commencé à recevoir des lettres voilà, pour nous, des visites de contrôle, etc. Et puis, le ton a commencé à monter. Autant dire que, pour vous faire court, lorsqu'il s'est agi d'ouvrir Orange Bank, qui a eu son agrément en 2019 et qui a commencé ses activités commerciales en juillet 2020, nous devrions montrer patte blanche sur le sujet de la protection des données à caractère personnel, puisque la BCAO nous a exigé le tampon de l'ARTCI pour justement pouvoir travailler dans le cadre de notre modèle d'affaires. Et l'ARTCI donc a fait une mission de contrôle, elle nous a encouragés à nous faire assister par un cabinet qu'elle a agréé sur ces sujets-là. Et c'est ainsi que, juste après le lancement commercial, donc de mémoire en novembre 2020, nous avons eu le tampon de l'ARTCI qui nous a autorisé à traiter de la donnée à caractère personnel. Et nous devons le faire dans les règles de l'art, selon un cahier de charges très strict. Et les choses se passent plutôt bien. D'ailleurs, dans les autres pays de la région où nous comptons lancer notre activité d'Orange Bank, à commencer par le Sénégal, nous avons, mais ils se parlent, les régulateurs se parlent, nous avons commencé les échanges avec la commission de la protection des données personnelles et dès que nous aurons le feu vert de la Banque centrale, on aura gagné un peu de temps parce qu'elle sait déjà ce que nous faisons en Côte d'Ivoire en matière de protection des données à caractère personnel. Donc voilà, j'ai un message à passer. Ça sera l'un des sujets de demain parce que les régulateurs dans chacun de nos pays, parce qu'ils se parlent, et parce que c'est une exigence mondiale, c'est une demande forte aussi des usagers, hein, d'avoir leurs données qui soient protégées. Ben, on va sentir les régulateurs sur cette question. Est-ce que, justement, j'imagine que vous étudiez quand même l'environnement au Sénégal, dans toute la sous-région, dans tous les pays où vous voulez lancer par la suite. Est-ce que vous voyez à peu près la même feuille de route, les mêmes ambitions, la même structuration Très clairement. Très clairement, ça fait 3 fois que je dis que les régulateurs se parlent, ils se parlent vraiment. Ils se parlent. Et je pense qu'ils essaient d'élever leur niveau selon les meilleurs standards, sinon internationaux, au moins régionaux. Et donc, la loi de 2013 dont j'ai parlé pour la Côte d'Ivoire, et qui a été en tout cas d'application voilà, progressive, mais d'application quand même, elle a été précédée par une loi de 2008 au Sénégal, qui lui-même n'était pas muet sur la question quelques années avant. Donc, je pense que leur niveau d'exigence sera équivalent et il reviendra aux opérateurs qui touchent à la donnée des clients, depuis l'identification, le biométrique, etc. Ben, il reviendra à ces opérateurs de se mettre au niveau. Sinon, voilà, je pense qu'on risque d'avoir quelques difficultés avec... voilà. Très bien. Tariq, je reviens sur la question des partenariats. Qu'est-ce que, en tant qu'opérateur de télécommunications, opérateur de mobile money, qu'est-ce que vous pourriez avoir à apprendre des fintechs aujourd'hui? Les fintechs, aujourd'hui, c'est synonyme déjà de thinking out of the box. Donc, il y a de l'innovation, de l'agilité. Et c'est aussi des acteurs qui s'adaptent très vite au changement du marché. Donc, en gros, hein, voilà, donc c'est ce que nous apprenons des fintechs. Pour la simple raison, c'est déjà des startups. Et sans cet esprit, hein, donc une startup ne peut donc s'imposer sur un marché assez dynamique. Donc, et c'est dans cette, je dirais, dans cette approche, hein, donc les telcos est né. Hein, on se rappelle il y a quelques années de cela. La particularité des telcos, c'est cette capacité à s'adapter vite à l'évolution du marché, à s'adapter vite aux nouveaux besoins. Donc, les fintechs apportent une valeur ajoutée, hein, un peu plus que celle que nous avons apportée en tant qu'industrie telco il y a quelques années en marché.
je dirais c'est inévitable de ne pas travailler tous ensemble. Bien entendu, il y a d'énormes sujets sur la régulation, sur la confidentialité des données, sur le KYC, mais notamment sur l'équilibre total de cet écosystème. Voilà, il y a des actionnaires derrière, il y a des clients, il y a des employés. Bien entendu, il faut trouver un juste équilibre pour que cet écosystème... Justement, vous parliez de la réglementation. Est-ce que vous pensez que les fintechs et les opérateurs de mobile money doivent être soumis aux mêmes réglementations que les banques traditionnelles? Alors, je ne vois pas ça de cette façon. Nous avons... Alors, les banques ont leur écosystème et heureusement qu'ils ont cette réglementation que nous percevons souvent assez rigide, mais c'est un sujet extrêmement important qu'une banque soit rigide, qu'elle soit bien régulée, parce qu'elle ne touche pas à un segment, je dirais, bien précis d'un marché, mais elle touche souvent à des sujets économiques qui peuvent mettre en péril tout un pays si la banque n'est pas extrêmement prudente. D'accord. Par ailleurs, aujourd'hui, la réalité est telle que le mass market, le mass market se rapproche de plus en plus des services financiers, d'accord, où nous ne pouvons pas rester sur une approche telle que corporate, à gérer des besoins des grandes populations. Donc la régulation aujourd'hui, à mon sens, doit se réinventer, doit voir en face d'elle les différents acteurs et trouver le juste équilibre de sorte à ce qu'elle maintienne cette croissance économique, l'épanouissement des clients, d'accord, mais évidemment à protéger les consommateurs et les institutions qui sont derrière, mais aussi les investisseurs. D'accord, Jean-Louis. Oui, je voulais juste amender dans le même sens de ce qui vient d'être dit. Si je prends l'exemple d'Orange Bank dans son activité de banque digitale, elle octroie des prêts qui sont de petits montants. Elle octroie ses prêts sur des maturités qui sont courtes, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se fait en fait dans une banque classique. Ne serait-ce que pour ça, nous plaidons pour une adaptation de la réglementation à cette activité de banque digitale. La BCAO, pour parler de l'espace UMOA, a entrepris en tout cas de toiletter la loi bancaire qui existe déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Et l'idée est de pouvoir avoir, puisqu'elle a sollicité les banques, y compris les nouveaux entrants, y compris les émetteurs de monnaie électronique, pour que chacun puisse faire des propositions d'aménagement de la loi bancaire telle qu'elle existait. Donc on sent que le régulateur souhaite intégrer dans la nouvelle version de la loi bancaire quelques éléments qui sont proches de l'activité nouvelle qui n'existait pas en fait il y a un peu plus de 10 ans, ce qui est plutôt bien. Donc on voit les régulateurs évoluer là-dessus. On n'a pas encore la nouvelle version, donc croisons les doigts. Il y a au moins peut-être le début d'une volonté alors. Justement, pour poursuivre sur ce point-là, Nvalai, ça a été souvent sensible ce sujet-là auprès des banques traditionnelles. Est-ce que, j'ai envie de dire vous, désolé, je vais dire vous avez longtemps été vent debout contre les nouvelles plateformes. Est-ce que la vie a changé, la conception des choses, les conceptions des choses ont changé? Je vais... Le vous est très généraliste. Oui, le vous est général, absolument. parce que je sais que vous venez de... Non, mais je vais commencer par dire, au niveau d'EcoBank, en tant qu'institution, au contraire, dès le début, nous avons été très ouverts pour le partenariat avec les FinTech. Dans la cérémonie d'ouverture, faisait le point sur le FinTech Challenge. À l'intérieur, nous avons une politique, comme je disais, complètement ouverte. Nous avons un sandbox qui permet de connecter avec les FinTech et de mettre nos services de manière disponible dans tous les grands FinTech dont vous parlez, que ce soit avec Wave, que ce soit avec MFS ou que ce soit avec CMOA au Togo. Nous avons des partenariats qui existent. Et nous sommes ouverts à tout ce qui est négociation, à tout ce qui est partenariat
avec les fintech en général. Okay? Maintenant, deux sujets importants. Je voudrais revenir sur le sujet des données au niveau de la régulation. Je pense que la protection des données individuelles est extrêmement importante et le régulateur doit continuer à renforcer cela. Mais au-delà du contrôle, parce que ça c'est une fonction contrôle, au-delà du contrôle, on a besoin d'ouvrir des véritables opportunités pour créer le business des données. Et cette opportunité, aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de nos marchés, n'existe pas. Et c'est simplement parce que le cadre n'est pas encore ouvert ou demeure assez restrictif. Et le régulateur et l'administration en général a un rôle important à jouer dans ce cadre. Je donne un seul exemple précis, l'accès par exemple aux données d'identification des clients. Quand j'ai besoin d'ouvrir un compte bancaire dans certains pays où je n'ai aucun accès, j'ai aucun moyen digital qui est approuvé par un gouvernement pour me permettre de confirmer l'identification du client, pour me permettre d'ouvrir ce compte. Ce genre d'accès est extrêmement important pour pouvoir développer le cadre du digital et des données en général. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences, vous voyez des différences d'exigence entre enfin, je veux dire, est-ce que vous voyez des inégalités d'exigence en termes de compliance chez les fintech et versus les... Je dirais pas des inégalités d'exigence. Je dirais deux choses. Un, c'est que la taille du business et l'importance systémique qu'on prend dans l'économie vient avec des exigences. Donc, il y a certaines fintech, je ne veux pas le nommer, il y a certaines fintech qui ont commencé de manière très petite, très réduite, et qui faisaient certaines pratiques où le régulateur pouvait se permettre de fermer les yeux parce que ça ne représentait pas encore de risque systémique pour l'économie. Mais dès qu'ils ont commencé à prendre une taille importante, ils ont commencé à se faire taper sur les doigts. Et c'est comme ça. Je pense qu'il y a une importance. Maintenant, il faut arriver à balancer l'exigence du contrôle avec le besoin de flexibilité pour l'innovation. À mon avis, à la fin de la journée, la technologie arrive toujours à s'imposer quand on trouve l'usage approprié. Et souvent, le régulateur a besoin d'avoir ce contrôle, mais en tant qu'acteur de l'économie, on a besoin de travailler avec le régulateur et d'éduquer souvent le régulateur pour permettre de faire accepter ces nouvelles technologies. Et lorsque ces nouvelles technologies deviennent acceptées, ça fait partie du mainstream à partir de ce moment. D'accord. Tarek, vous vouliez réagir là-dessus? Je voulais juste rajouter un petit point sur le KYC. Moi, je ne vois pas qu'il y a une discrimination ou il y a peut-être un niveau d'exigence différent d'un secteur à un autre. Je dirais plutôt c'est le niveau de risque qui intervient au niveau de KYC. Donc le plus le risque est élevé, bien entendu, nous avons un niveau de KYC qui devient un peu plus bon. Donc ça, c'est le premier élément différenciateur à travers que ce soit les telcos, les banques et les fintech, mais il y a aussi la connaissance du client, qui diffère d'un segment à un autre. Mais chose est sûre, en regardant un peu la réglementation, le niveau de KYC est relativement le même. Donc il y a une base qui est la même, donc identifier la personne. D'accord. Donc, mais on a par la suite des couches supplémentaires en fonction du risque. Mais au final, à mon sens, ce niveau de KYC reste à ce niveau cohérent avec les différents segments et les différents business. Il peut être amélioré avec la technologie, notamment aujourd'hui, si on voit en Afrique de l'Est, où j'ai participé à un grand projet de KYC par biométrie. Donc aujourd'hui, on peut évoluer vers de nouvelles technologies qui donnent de l'assurance à l'ensemble des segments, donc par biométrie faciale, etc. Donc la technologie vient un petit peu améliorer cet aspect et donner de l'assurance à l'ensemble des acteurs. D'accord. Alors, il nous reste un petit peu moins de 4 minutes, pardon. Je voulais savoir s'il y avait peut-être des questions dans le public, si on pouvait faire participer l'audience.
Oui. Je vais vous donner mon micro. Merci beaucoup. Je m'appelle Mathieu Ruyereka. Je représente ArtSwitch Limited. C'est une société de technologie dans le secteur financier du Rwanda. Merci beaucoup pour les panels ainsi que tous les points qui sont mis à table. J'aimerais poser une question par rapport au thème du jour, qui est comment faire en sorte que les prix des services financiers soient réduits d'une manière à être concordante à ceux qui sont proposés par les fintech. Et la question est posée aux banques, nécessairement, parce qu'il y a quand même une contradiction. Prenons juste un exemple. Oui. Une fintech vient et dit un service quelconque qui était offert, disons, à 3% de la valeur par la banque, elle va être donnée à 1%, comme on l'a vu très récemment. Pour vous adapter à cela, il y a deux moyens. Soit y aller progressivement, et progressivement veut dire laisser toutes les technologies qui étaient à la banque à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie. Et cela prend beaucoup d'autres investissements. Comment est-ce qu'en tant que banque, je posais surtout la question à monsieur, je ne me souviens plus de nom, d'Ecobank. Oui. Comment est-ce que vous gérez cela? Comment est-ce que vous vous adaptez à la technologie sans pour autant multiplier des investissements et ne pas finalement transférer les coûts de ces investissements aux end users, à la masse? Merci. Comme la question est directe, donc je vais répondre très directement. 2 points. Le plus gros régulateur des prix, c'est le marché. La compétition est ouverte. On donnait tout à l'heure l'exemple de Wave, qui est arrivé sur le marché et qui a été obligé de pousser les prix au niveau de mobile money à la baisse. Et tant que les marchés sont ouverts, les fintechs deviennent plus actifs. Et en partenariat avec les fintechs, parce que beaucoup de ces services sont en partenariat entre les banques et les fintechs, on arrive à réduire les prix. Okay? Maintenant, en tant que banque, on a ce qu'on appelle le legacy system, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'investissements qui a été fait sur la technologie auparavant. Et souvent, à cause de la régulation aussi, on peut avoir un système, une plus grande lourdeur. Et la régulation a un coût. Respecter la régulation a un coût. Okay? Et ce coût doit pouvoir se trouve dans les services et tout le reste. Je pense que ce qui est important pour les banques, c'est d'arriver à faire la différence entre les produits de masse qui sont technology-driven, qui sont particulièrement technologiques, et des produits qui sont un peu plus sophistiqués financièrement. Et en fonction de l'accès et en fonction du segment sur lequel nous partons, le prix doit pouvoir s'adapter à ce segment. Ce qui se passe souvent, c'est parce qu'on a un cadre très rigide, on transfère les prix d'un segment vers l'autre. Et je pense qu'au fil du temps, au fur et à mesure que la technologie se met en place et que les différents capabilities au niveau interne des banques se mettent en place, ça va vraiment pousser le prix vers la baisse, vers où ça devrait être. Merci. Je voudrais peut-être très brièvement, en 30 secondes dire un mot. J'ai mes collègues d'Orange Money qui ne sont pas là, mais ils auraient bien voulu peut-être répondre aussi à cette question-là en comparaison à Wave, puisque la comparaison a été faite tout à l'heure dans l'introduction. Lorsqu'Orange Money est arrivé il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas de QR code encore.
L'infrastructure coûtait cher. De lancer en fait du real-time transfer, ça coûtait cher. C'est un investissement qui a été fait. Et j'abonde dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure. Le réseau de distribution coûte très cher. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a 40 000 points de vente. C'est un réseau qu'il faut animer, qu'il faut entretenir. Ce sont des intermédiaires qu'il faut payer. Ça coûte cher. Ça a mis du temps, effectivement, pour arriver aux prix qui sont en baisse sous l'effet du marché. Encore une fois, il n'y a pas un opérateur qui drive, c'est le marché qui décide. Ça a mis du temps, mais il faut bien que les usagers comprennent que les investissements lourds qui font que pour envoyer de l'argent dans son village, on ne prend plus un taxi pour aller à la gare routière et on donne 10 000 francs dans une enveloppe au chauffeur du car qui va aller dans le village, ben, ça aussi, c'est un confort qui nécessite qu'on paye un juste prix. Et c'est bon que dans la définition des prix, tout le monde soit conscient du fait qu'il y a, voilà, on ne s'amuse pas à définir des prix un peu farfelus, on les définit en fonction donc des coûts de facteurs qui justifient voilà, qu'on soit à un certain niveau. Mais bon, la technologie effectivement fait que ça peut évoluer en faveur des clients. Très bien. Je suis désolé, on va devoir conclure la discussion. Vous pourrez échanger par la suite, on a 2 jours pour ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cet échange. Je vous invite au prochain panel qui aura lieu dans cette salle. Il aura lieu à midi sur le thème de la COP27. Quels enseignements pour les institutions financières? Merci à tous et bonne conférence.